Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le chapitre 12. Chapitre 12, c'est transformation en chimie organique. On va étudier l'aspect microscopique après avoir vu l'aspect macroscopique à grande échelle dans le chapitre 11. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules. Alors, tout d'abord, on va parler de liaison chimique polarisée. Qu'est-ce que c'est? Donc, liaison chimique polarisée, vous avez vu ça l'an dernier. On a déjà parlé de d'électronégativité. Ça doit vous dire quelque chose. Et, et de liaison polaire. Alors, pour reprendre, donc l'électronégativité, c'est une grandeur qui va traduire la tendance qu'a un atome à attirer les électrons d'une liaison dans laquelle il est engagé. Alors l'électronégativité, c'est enfin, pour chaque atome, on associe donc un nombre qui correspond à l'électronégativité. Alors par exemple, vous avez ici des nombres qui sont sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Pauling. Voilà. Donc ce nombre, il a pour valeur maximale 4. Plus l'électronégativité est élevée, et plus l'atome est électronégatif. On voit ici sur ce bout de classification périodique que l'élément qui a la plus grosse électronégativité est le fluor. Je vous montre la diapo précédente, où ici on a la classification périodique en entier, et on voit peut-être mieux les différences d'électronégativités entre les atomes. Alors, notamment, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de voir que les atomes les plus électronégatifs donc, sont situés en haut à droite de la classification périodique. Donc l'élément le plus électronégatif, c'est le fluor, et puis les autres halogènes, et puis les éléments voisins du fluor, l'oxygène, l'azote, et ainsi de suite. A l'inverse, quand on est de l'autre côté de la classification périodique, donc vers la gauche et vers le bas, on a une électronégativité qui est beaucoup moins importante. On parle d'atomes qui sont même électropositifs, et on voit que ça concerne évidemment tous les métaux. On reconnaît ici dans la première colonne les métaux alcalins qui sont très électropositifs, très peu électronégatifs. D'accord. Donc voilà pour l'électronégativité. Pour résumer. Ensuite, liaison, polarité d'une liaison. Alors polarité d'une liaison, je vais passer pour ça à cette image-là. Alors polarité d'une liaison. Donc quand vous avez deux atomes qui sont reliés par un doublet électronique, là, comme dans le cas de ici, les deux atomes de carbone, eh bien vous pouvez avoir une liaison qui est polaire ou non. Alors en l'occurrence ici, pour les deux atomes de carbone, ils sont identiques, ce sont les mêmes atomes, ils ont évidemment la même électronégativité, le doublet électronique au milieu n'a donc pas tendance à aller ni sur un atome ni sur l'autre, il est équitablement partagé. Donc ici on a une liaison qui n'est pas polaire. De même ici, entre les deux atomes d'hydrogène, on a une liaison qui n'est pas polaire. Le doublet électronique n'a pas tendance à aller ni sur un atome ni sur un autre. Alors, ici, là, pour cette liaison-là, carbone-hydrogène, on a deux atomes qui sont différents. Donc il y a l'électronégativité qui est un petit peu différente entre les atomes, mais pas beaucoup. On a une faible différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène. Je vous l'ai mis là, vous voyez, l'électronégativité, elle est symbolisée par la lettre ici grecque, cette espèce de X, on appelle ça un xi. Donc ici, l'électronégativité du carbone, elle est notée xi-C, l'électronégativité de l'hydrogène xi-H. Donc là, le carbone est un petit peu plus électronégatif que l'hydrogène, mais la différence est faible, elle est de 0,4. Ce qui fait qu'ici, on considérera que cette liaison est peu polaire. Et nous, on la considérera même carrément comme apolaire. Donc dans toutes les molécules, quand vous verrez donc des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène, vous considérez qu'elles ne sont pas polaires. Voilà. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a pour la suite là des atomes qui ont là des électronégativités très différentes, carbone et chlore. Et ici, on a une liaison qui est polaire. Donc on a ici
Une différence d'électronégativité de 0,8, ça suffit pour avoir une liaison très polaire. Qu'est-ce que ça veut dire liaison polaire? Ça veut dire qu'ici, ce double électronique, là je ne l'ai pas représenté, il va se déplacer plutôt vers l'atome le plus électronégatif, ici en l'occurrence le chlore. Et vous allez donc avoir au niveau du chlore plus de chances d'avoir des électrons que du côté du carbone. Donc en fait, on verra, on va symboliser ça par une petite lettre, un delta. Donc de la même façon ici, vous avez la liaison chlore-hydrogène qui est polaire parce que le chlore est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Et puis vous avez ici, alors ça c'est autre chose, c'est une liaison qui n'est pas covalente. Vous avez deux ions, ces deux ions donc eh bien, ne sont pas reliés par un double électronique, puisqu'ici il y a une très forte différence d'électronégativité. Le chlore a entièrement accaparé l'électron. Là, on est donc sur une liaison qui est ionique. Voilà. Là, je passe. C'est résumé ici sur ce tableau-là. Vous voyez, si la différence d'électronégativité est nulle, eh bien on a une liaison qui est non polaire. Les deux atomes de la liaison, donc ici, sont séparés par le double électronique qui est équitablement réparti. Là, si vous avez une faible différence d'électronégativité, vous avez donc ici les électrons du doublé qui vont se déplacer vers l'atome le plus électronégatif, là. Et puis si vous avez une différence d'électronégativité qui est très importante, vous avez ici plus de liaison covalente du tout, vous avez une liaison ionique. Le double électronique n'est plus porté par les deux atomes, mais par un seul, le plus électronégatif. Alors en dessous, là, vous avez ici des exemples, je vous laisserai regarder. Là. Ensuite, molécules polaires. Alors, à quelles conditions a-t-on des molécules polaires? Il faut bien évidemment qu'il y ait dans la molécule des liaisons polaires. Mais ça ne suffit pas. Alors, si je prends par exemple la molécule d'eau, alors je vous ai dit la molécule d'eau, deux liaisons polaires, les deux mêmes liaisons oxygène-hydrogène. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. L'oxygène donc va ici attirer à lui le doublé électronique. Il ne va pas l'attirer totalement, mais il va, disons, faire en sorte qu'il se rapproche de lui. Donc le doublé de la liaison oxygène-hydrogène ici. Il va se passer la même chose également de l'autre côté. Donc pour la liaison oxygène-hydrogène, on voit qu'on a symbolisé la polarité de la liaison. Donc d'abord par le déplacement du doublé, ici par une petite flèche qui nous indique que le doublé se déplace dans ce sens-là. Et sur l'oxygène, on a donc plus de charge négative. Le nuage électronique s'est déplacé vers là. On a une plus grande densité de charge et on symbolise ça par la lettre delta-. Bon, il faut voir ça comme un déplacement de charge. Alors, on voit ça donc liaison par liaison. On a la même chose qui se passe ici. Je vous ai mis ici sur la droite que comme il y a delta- et delta- dû aux deux liaisons pour l'oxygène, j'ai mis ici 2 delta-, c'est comme ça que vous allez trouver ça dans les livres, mais en fait il faudrait considérer liaison par liaison les polarités. Bon, toujours est-il que pour la molécule d'eau, ce qui est important aussi, c'est de voir par rapport à la forme, par rapport à la géométrie de la molécule, ce qui se passe. Hein? Si vous regardez du côté des hydrogènes, là, vous voyez que les hydrogènes donc, sont plutôt chargés positivement. Entre les deux hydrogènes, vous allez donc avoir le centre des charges positives, qui va être donc plutôt par là, on va dire. Et du côté de l'oxygène, on a le centre des charges négatives, donc le centre des charges négatives est plutôt par là. Donc vous voyez que vu de loin, la molécule ici, elle a un côté positif ici, et un côté négatif ici. Donc elle est polaire. Voilà. Si maintenant je prends une autre molécule qui, comme la molécule d'eau, comporte deux liaisons polaires, mais qui n'a pas la même forme, qui est linéaire, on va voir que c'est différent. Ici, c'est la molécule de dioxyde de carbone, vous voyez. Cette molécule de dioxyde de carbone, elle comporte deux liaisons polaires, mais elle est linéaire. Et ici, vous voyez que les deux atomes d'oxygène ici, qui sont de part et d'autre l'atome de carbone,
eh bien, ont leur centre au centre de l'atome de carbone, logiquement. Le centre des charges négatives, c'est au centre de l'atome de carbone. Le centre des charges positives, c'est au centre de l'atome de carbone. Donc en fait, au final, vous n'avez pas de côté plus, pas de côté moins. Le centre des charges plus et des charges moins, c'est tout au milieu de la molécule. Donc ici, cette molécule-là n'est pas polaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une molécule soit polaire, il faut bien évidemment qu'il y ait des liaisons polaires dedans. Mais il faut regarder la géométrie de la molécule. Et si vous avez des symétries particulières, vous pouvez avoir des liaisons polaires, mais une molécule qui n'est pas polaire. Voilà. Bon, la suite. Sur la suite, alors molécules polaires, je vous ai mis ici quelques exemples. Donc l'eau, on a déjà vu. Vous avez ici le chlorure d'hydrogène. Ici le fluorure d'hydrogène. Là, je vous ai mis bon, la molécule d'eau, encore une fois, la molécule de dioxyde de carbone. Alors, maintenant, on va passer au grand 2. On va voir donc, les mécanismes que l'on va étudier en chimie organique avec le transfert des doublés d'électrons. Alors, tout d'abord, on va parler de sites donneurs ou accepteurs de doublés électroniques. Alors, en chimie organique, donc, on appelle un site accepteur de doublé électronique un atome présentant donc un défaut d'électron. Alors on appellera ça un site accepteur de doublé ou un site électrophile. Alors ce site, il va porter une charge positive fractionnaire delta plus ou entière. Alors, je vous mets quelques exemples. Voici ici quelques exemples de molécules ou d'atomes avec ici indiqué par des flèches les endroits où sont les sites électrophiles. Donc cette entité chimique là, ce qu'on verra, on appellera ça un carbocation. Vous avez ici ce carbone là qui porte une charge positive. Alors c'est un peu particulier si vous regardez bien, ce carbone là il ne satisfait pas à la règle de l'octet. Et pourtant cette espèce chimique elle existe. Bon évidemment elle va être très réactive. Donc évidemment ici ce carbone là il lui manque un doublé électronique. Il est avide d'électrons, ça constitue un site électrophile très très fort. Là, vous avez une molécule. Alors ici, ça, vous reconnaissez l'éthanal. Une liaison polaire, là, carbone-oxygène. Le carbone moins électronégatif que l'oxygène, donc le carbone porte une fraction de charge delta+, et sur ce carbone-là, vous avez donc un site électrophile. Voilà. Et puis ici, vous avez le proton H+, à lui seul, il constitue le site électrophile. Voilà. Maintenant, on va parler des sites donneurs de doublés. Donc un site donneur de doublés, c'est également ce que l'on appelle un site nucléophile. Donc un site nucléophile présente une forte densité électronique. Alors, forte densité électronique, vous avez une charge partielle négative ou une charge entière négative. Donc le site, c'est le doublé, en l'occurrence ici. Donc un des doublés de cet ion, par exemple, ou un des doublés de celui-ci. Ça, c'est l'ion bromure, ça, c'est l'ion chlorure. Ou alors ici, le doublé qui est porté par l'azote, ici. Donc l'azote est plus électronégatif ici que l'hydrogène. Donc les trois liaisons azote-hydrogène sont polaires. L'azote, ici, avec son doublé, constitue un site qui est très nucléophile. Donc qui va pouvoir donner, si vous voulez, facilement son doublé électronique. Voilà. Autre site, donc cette molécule-là qui est un éther. Vous voyez qu'ici sur l'atome d'oxygène, vous avez deux doublés électroniques. Donc forcément, ici, un site nucléophile. Donc je ne vous ai pas indiqué la polarité des liaisons, mais on pourrait les indiquer. Vous avez ici l'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif que le carbone, donc forte densité électronique autour de l'oxygène. Après, vous avez également les liaisons multiples, donc ici une liaison double qui constitue des sites nucléophiles, donc forte densité électronique là, entre les deux atomes de carbone. Il faut voir ici qu'il y a un gros nuage d'électrons. Et donc ici, les espèces chimiques à vide d'électrons vont pouvoir s'approcher et vont vouloir capter ces électrons. Voilà. Maintenant, on parle du mouvement du doublé électronique
qui va traduire le mécanisme que l'on va voir en chimie organique. Donc ces mouvements de doublé, ça va être pour interpréter les mécanismes réactionnels. Ces mécanismes réactionnels, c'est ce qui va décrire à l'échelle moléculaire une transformation chimique. Donc ce sont des modèles, hein, évidemment. Le modèle avec des petites flèches, c'est un mode, enfin ça n'est pas la réalité. C'est simplement pour interpréter, nous, les réactions chimiques, on se sert de ça. C'est un modèle qui a des limites, hein, le modèle avec les flèches, le déplacement des doublés. On peut en chimie avoir besoin de modèles plus compliqués dans certains cas, mais les modèles avec les petites flèches, c'est quand même très utilisé par les chimistes. Alors, pour les mécanismes réactionnels, vous pouvez avoir une ou plusieurs étapes, au cours desquelles vous avez des liaisons qui sont formées au rompu. On représente tout ça avec des petites flèches qui vont systématiquement partir d'un site donneur, donc électrophile, vers un site accepteur nucléophile. Voilà. Donc je vous ai donné des exemples de mécanismes. En voici. Alors attendez, voilà. Et une réaction de substitution. Alors vous voyez à quoi ça ressemble des mécanismes. Vous avez ici le bilan de ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Et puis vous avez ici ce qui se passe à l'échelle microscopique. Enfin une partie de ce qui se passe. Alors, on voit à l'échelle macroscopique, ici on a une molécule, ça c'est le chloropropane, le 1-chloropropane, là, vous voyez. Donc il réagit avec cet ion, l'ion hydroxyde, et puisque vous voyez, cet ion hydroxyde, il va venir ici à la place du chlore sur la molécule de chloropropane. Donc en fait, il y a substitution du chlore par le groupement hydroxyde. Là. Comment ça se traduit à l'échelle microscopique? Alors, vous avez ici qu'une partie du mécanisme, mais pour vous indiquer ce que l'on attend de vous, c'est que vous indiquez les petites flèches de qu'est-ce qui se passe ici. En l'occurrence, ici, vous voyez, dans une seule étape, vous allez avoir ce doublé, enfin des trois doublés là, de cet ion hydroxyle, qui va venir ici sur le carbone qui constitue le site électrophile, donc accepteur de doublé électronique, et dans le même temps, vous avez ici le doublé électronique reliant le carbone et le chlore qui va aller sur le chlore, évidemment parce que le chlore est un atome très électronégatif. Donc, vous voyez ici un mécanisme concerté à une seule étape, c'est ce que l'on appellera une substitution du nucléophile monomoléculaire. Bon, peu importe pour cette année. Bon, voilà, ce qu'on attend de vous, c'est on vous donne les réactifs, on vous donne les produits, et puis on vous dit, tiens, pour passer de là à là, où c'est qu'il faut passer les piles flèches. Hein, on verra ça en exercice. Voilà. Autre exemple de mécanisme ici, c'est une substitution nucléophile bimoléculaire. Alors substitution, à quoi on voit qu'on a une substitution? On a deux produits au départ, deux réactifs au départ, deux produits à l'arrivée. Donc c'est une substitution parce qu'on a autant de réactifs que de produits. Alors ici, on va substituer au brome sur cette molécule-là l'ion hydroxyde, sauf que ça se fait en deux étapes. Première étape, vous avez ici le brome, l'atome de brome qui part tout seul. Il est très électronégatif, donc il peut prendre le double électronique. Alors évidemment, il fait ça dans certaines circonstances, si on le met notamment dans un solvant polaire. Dans un bon solvant, ça peut faire ça, évidemment. Vous avez donc ici formation de deux espèces chimiques long-bromure qui part de son côté, et puis là, une espèce chimique positive, très réactive, un carbocation. Je dis très réactif parce qu'ici le carbone ne satisfait pas la règle de l'octet. Donc ici, quelque chose de positif qui va être très avide d'électrons. Le ion hydroxyde va pouvoir aller ici sur le carbone. Vous voyez le mouvement du double électronique, du doublé non liant, ici porté par l'oxygène, sur le carbone comme vous avez là. Et vous voyez ici, vous avez formation de l'alcool correspondant. Donc ici, la substitution s'est faite en deux étapes. Alors, autre mécanisme, une réaction d'addition. Réaction d'addition, on a deux réactifs au départ, un produit à l'arrivée. Donc on a additionné deux trucs, ça fait plus qu'un seul machin. Hein, si on veut dire ça de façon un peu imagée. Donc en l'occurrence ici, on a le site donneur, c'est la double liaison. Là, c'est quelque chose qui est très riche en électrons. Donc on a ici ces électrons qui vont ici sur l'hydrogène qui est ici
sur la molécule de bromure d'hydrogène le côté positif de la molécule. Ici, le doublé électronique entre l'hydrogène et le brome va être complètement accaparé par le brome qui est, je vous le rappelle, électronégatif. On a donc ici formation d'un carbocation avec là le carbone qui porte une charge positive. Le l'ion bromure va pouvoir à son tour aller se fixer, vu qu'il est négatif, sur ce côté positif. Et on a donc additionné d'abord l'hydrogène, puis le brome sur ce carbone-là. On a donc une réaction d'addition. Voilà. Alors là, je vous ai mis un exemple de mécanisme simplement pour vous montrer que ça peut être en beaucoup plus d'étapes des mécanismes. Bien évidemment, on n'attend pas de vous que vous sachiez reproduire ça, enfin du moins pas cette année. Pour ceux qui font la chimie l'an prochain, la chimie organique, vous commencerez à faire ça. Non, ce qu'on attendra de vous, c'est une étape du mécanisme évidente. On vous demande de placer les flèches. Voilà. Donc c'est fini pour ce cours. J'espère que vous avez bien suivi. À bientôt.